Bonjour à toutes, à tous. Les intervenants sont là. Je vous propose donc, sans tarder, de commencer. Et tout d'abord, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette rencontre. Il s'agit du tout dernier plateau repas proposé par la Rotonde, des plateaux repas qui ont été initiés pour permettre de continuer à discuter, à échanger entre les publics et les chercheurs, les experts sur des sujets divers, malgré la pandémie. Donc, fort heureusement, de nouveaux outils étaient à notre disposition et nous ont permis de maintenir ce lien. Le sujet d'aujourd'hui, ingénieur avec un E, est né à l'issue d'un envoi fait par Hélène Pongo, qui est préfète des études à Mines-Saint-Étienne et qui est également référente égalité femmes-hommes. Et Hélène nous a fait parvenir un document, un focus sur les femmes dans les métiers de l'ingénierie. Ce document a été réalisé par Lucas Mollet. Lucas, qui est étudiant en 4e année à l'ENISE, et qui avait élaboré ce document dans le cadre de la semaine des droits des femmes, la semaine du 8 mars. Donc on aura l'occasion d'entendre Lucas nous donner quelques éléments, notamment sur les filles dans les écoles d'ingénierie en particulier. Ce sujet, évidemment, résonne tout particulièrement puisque l'école des mines forme des élèves ingénieurs et que chaque année, nous sommes attentifs au nombre de filles dans chaque promotion, un chiffre qui est à peu près stable. Lucas nous en parlera tout à l'heure. Alors, pour discuter de cette thématique, il nous semblait intéressant de faire appel effectivement à des étudiants et étudiantes. Aux côtés de Lucas, il y aura Amandine Aubonnet, qui est également étudiante à l'ENISE, qui elle est en 3e année en génie physique. Et puis Léa Daguier, Léa Daguier, élève de 2e année à Mines-Saint-Étienne et présidente de Woomins. Et puis pour éclairer la problématique des jeunes femmes dans l'ingénierie, il nous a semblé intéressant de toquer à la porte de 2 personnes. L'une parce qu'elle est ingénieure développeuse. Il s'agit d'Agnès Crépet, qui a cofondé la société Ninja Squad en 2012, qui est responsable de Duchesse France, une association destinée notamment à valoriser les femmes développeuses. Elle a été enseignante en informatique à Mines-Saint-Étienne. Elle a également été responsable du pôle ingénierie pédagogique au sein de l'école des mines. Et désormais, Agnès travaille chez Fairphone à Amsterdam. Donc, merci de nous rejoindre en direct de Amsterdam, Agnès. Merci, Christine. Et puis nous avons également sollicité Sandrine Vaton. Sandrine Vaton, qui est titulaire du diplôme d'ingénieur de Télécom Paris, d'un DEA en probabilité de l'Université Paris 6, d'un doctorat en traitement du signal et puis d'une habilitation à diriger les recherches en informatique de l'Université de Rennes. Elle est enseignante-chercheuse à l'IMT Atlantique au département informatique. Et puis Sandrine Vaton est également, tout comme Hélène Pongo à Saint-Étienne, elle est donc référente égalité femmes-hommes donc à IMT Atlantique. Merci donc à tous les 5 d'avoir répondu présent. Nous allons partir sur une heure de discussion pour essayer de défricher, pour essayer de voir un peu quelle est la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui fait frein, parce que de toute évidence, selon évidemment les domaines, il y a des freins majeurs. Et les 2 intervenantes adultes, va-t-on dire, sont dans le milieu de l'informatique et elles pourront peut-être préciser en quoi l'informatique est particulièrement impactée par ce déséquilibre femmes-hommes. Mais dans un premier temps, je propose de revenir sur le document de Lucas, Focus les femmes dans l'ingénierie, rédigé en mars dernier par Lucas Mollet, donc président du BREI LISE, qui est le bureau régional des élèves ingénieurs, des étudiants ingénieurs Lyon-Saint-Étienne. Alors après un rappel des dates repères sur l'évolution ou la régression des droits des femmes en France, le document reprend des éléments de l'enquête 2020 de l'IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France. Quelques chiffres marquants: le nombre de femmes ingénieurs diplômées chaque année est passé de 100 en 1949 à 11 350 en 2019. Quant au pourcentage de femmes dans une promotion d'ingénieur, il est passé sur cette même période, c'est-à-dire sur 70 ans, de 3,3% à 28,4%.
Proportionnellement, sur 895 400 ingénieurs en activité professionnelle fin 2009, 23% étaient des femmes. Leur taux de chômage est de 5,5% contre 4,1% pour les hommes. Alors que se passe-t-il plus précisément dans l'enseignement supérieur? Lucas Mollet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, dans le supérieur, en France en tout cas, on a 2,73 millions d'étudiants. Donc si on se focalise sur le secondaire et les terminales scientifiques, on compte 47% d'étudiantes en terminale scientifique contre 28% après dans les écoles d'ingénieurs. Donc aujourd'hui en France, on compte à peu près 38 000 étudiantes ingénieurs sur l'ensemble du territoire, sachant que c'est beaucoup plus qu'avant et on a, par rapport aux années 1980, une femme, elle a 13 fois plus de chances de devenir ingénieur. Ces chiffres-là, ils sortent toujours de l'enquête de l'IESF, hein. Moi, je vais donc demander, en tant que président du bureau régional des élèves ingénieurs sur Lyon-Saint-Étienne, j'avais demandé aux différentes écoles qu'on représente de nous donner les chiffres donc des étudiantes dans leurs écoles. Donc, si on peut faire un tour rapidement, Centrale Lyon. Donc, Centrale Lyon, c'est 20% d'étudiantes. Lénise, c'est la même chose. Enfin, maintenant, c'est la même école, mais par contre, quand on regarde de plus près à l'ENISE, on trouve donc dans la filière génie physique 45% de femmes, alors que dans les filières génie mécanique et génie civil, on est respectivement à 11 et 25%. Donc on voit qu'il y a des grosses disparités en fonction des filières. Si on prend VET Agro Sup, on a 68% de femmes enseignantes et 75% d'étudiantes. Pareil pour l'Institut de Textilitech. L'ITech, c'est 72% d'étudiantes. Et par contre, dès qu'on revient aux mines à Saint-Étienne, de nouveau 25% d'étudiantes. Et donc, on se rend compte rapidement qu'il y a des secteurs, donc que ce soit l'informatique, le génie civil ou le génie mécanique, dans lesquels on a très peu d'étudiantes, ou en tout cas, ça représente entre 20 et 25% des effectifs, dans le meilleur des cas. À l'exception de l'ENTPE, donc qui est l'École nationale des travaux publics de l'État à Lyon, qui elle par contre comporte 43% d'étudiantes. Donc là, aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Merci Lucas pour ce premier éclairage. Je propose à Amandine Aubonnet, donc, qui est étudiante en troisième année génie physique à l'ENISE et membre effectivement aussi du BREI Lise, et puis à Léa Daguier, qui est élève, elle, de deuxième année à l'École des Mines et présidente de l'association Women's, de revenir un petit peu. Vous êtes deux jeunes femmes, vous êtes dans des écoles d'ingénieurs, on l'a vu, un pourcentage relativement faible. Une réaction déjà un peu générale à ce que vient de dire Lucas au regard de votre propre situation? Dans mon école, ça se perçoit les différences parce que on voit qu'en tant que fille, on est beaucoup moins nombreuses et c'est vraiment flagrant en fait en parlant de la terminale S et quand on vient dans le monde de l'ingénierie. Et c'est vrai qu'en arrivant à l'ENISE, on voit beaucoup de garçons et ça se remarque quoi. C'est quelque chose qu'on voit. Léa? Pour ma part, ça n'a pas été un choc quand je suis arrivée en école, ça a été un choc quand je suis arrivée en prépa. Parce qu'effectivement, il y a eu ce gros décalage entre la terminale où on était moitié-moitié et la prépa, où là, les filles dans une classe se comptent sur les doigts de la main. Donc effectivement, il y a eu cette disparité entre la terminale et la prépa, mais j'ai moins senti de décalage entre la prépa et l'école d'ingénieur. Mais c'est quand même quelque chose avec lequel on est maintenant habitué à vivre, je pense, en école d'ingénieur, à être peu de femmes, faire partie d'une minorité. Donc oui, ça là-dessus. Et même encore, je trouve que je suis quand même assez contente. Ma promo, on était 27% de filles et c'était un peu un record. On s'en réjouissait, mais je pense qu'il ne faut pas se contenter de ça.
On va donc essayer de voir un petit peu pourquoi il y a ces blocages, et effectivement avec des différences, comme l'a dit Lucas, en fonction des filières, évidemment. Je souhaitais qu'on commence avec ces données qui émanent des étudiants et puis un retour sur leur propre situation aujourd'hui. Sandrine Vaton, du côté de l'IMT Atlantique, on est à peu près dans les mêmes pourcentages? Oui, on est aux environs de un quart d'étudiantes. Voilà, donc c'est à peu près effectivement la même chose. Oui. Pour Agnès, alors Agnès qui a fait des études d'ingénieur, quelle était la situation? Est-ce que finalement rien ne change? Moi, j'ai fait la fac aussi, et après, j'ai rejoint un master spécialisé à l'école des mines, et la situation était à peu près identique. C'est-à-dire que dès qu'on touche à des filières plutôt dites techniques, comme l'informatique, on a très peu de femmes. Du point de vue du nombre d'étudiantes, je dirais que c'est aujourd'hui dans les filières généralistes, donc pas que techniques, un peu mieux, mais dans les filières techniques, je pense que c'est un peu pire. Et je dirais même que dans mon environnement professionnel, donc moi j'ai bossé principalement dans l'industrie, hein, j'ai été certes un petit peu à l'école des mines, mais la plus grande partie de ma carrière, c'est quand même dans l'industrie. Et quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même des filles sur des profils techniques, des profils d'ingénierie technique. En tout cas, dans l'informatique, on identifie que dans les années 80, il y avait plus de filles. Et donc moi, quand j'ai commencé à bosser, j'avais encore ces filles-là qui étaient en fin de carrière. Et aujourd'hui, il y en a moins. On pourra reparler des causes tout à l'heure, en tout cas des causes qui sont identifiées par certaines personnes qui ont fait des recherches sur la question. Mais quand j'ai commencé à bosser, je me souviens qu'il y avait des filles, qu'il y avait des femmes développeuses sur des technos qui sont absolument pas celles d'aujourd'hui, mais des langages comme COBOL, etc. Et ces filles-là étaient proches de la retraite quand j'ai commencé à bosser. Et aujourd'hui, j'en vois beaucoup moins. Entre il y a 15 ans et aujourd'hui, dans les conférences techniques, informatiques, je trouve que c'est encore pire. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de femmes qui assistent à ces conférences ou de femmes qui speak, qui sont speakeuses. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire, en tout cas dans mon domaine, dans l'informatique, que ça ne s'améliore pas. Alors, Sandrine Baton, vous êtes aussi mathématicienne et informatique, enfin, vous enseignez aussi l'informatique. Vous sentez aussi ce changement dont vient de parler Agnès, c'est-à-dire que ce que disait Agnès, c'est qu'au début de sa carrière, en fait, il y avait des femmes proches de la retraite, relativement présentes dans son milieu professionnel, et puis il y a eu comme ça une chute. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi en tant qu'enseignante et précédemment étudiante, bien sûr? En fait, déjà, comme l'a bien dit Lucas, la situation elle est extrêmement hétérogène, puisque d'une manière générale, depuis les années 70, il y a eu une féminisation continue du métier d'ingénieur, mais il y a d'énormes disparités en fonction des spécialités. Il y a des spécialités comme par exemple la chimie ou l'environnement, l'agronomie qui sont très féminisées. Et puis il y en a d'autres, au contraire, où il y a un déficit très important de femmes, en particulier l'informatique, la mécanique. Donc ces chiffres-là, ils sont connus. En ce qui concerne les causes, Agnès citait des travaux, des études sur le sujet pour essayer d'identifier quelles sont les causes de la désaffection des femmes apparentes depuis le milieu des années 80. Et à ce sujet, il y a des travaux qui sont extrêmement connus. Ce sont ceux d'Isabelle Collet. Isabelle Collet, qui est professeure à l'Université de Genève et qui a fait sa thèse sur la féminisation ou l'absence de féminisation des études d'informatique. Et elle a sorti des chiffres qui sont souvent cités avec une courbe en forme de cloche où on voit l'évolution au cours du temps du nombre de femmes étudiantes en informatique. Et on voit qu'en fait, ce nombre a augmenté jusqu'à 1985. Et puis après, il a décru pour retomber quasiment au niveau des années 70. Évidemment, cette courbe un petit peu qui semble a priori surprenante, elle a été analysée. Donc, il y a un certain nombre de gens qui se sont posés des questions sur les raisons qui ont conduit à cette
disons, je ne vais pas dire une désaffection, ce n'est pas le cas, mais un déficit en fait de numérique des femmes dans le secteur qu'on peut observer aujourd'hui. C'est bien de citer Isabelle Collet parce qu'effectivement, je pense que c'est une chercheuse très pertinente sur la question. J'ai mis une conférence qu'elle a faite il y a 15 jours sur le sujet qui est assez bien. En une demi-heure, vous avez un bon résumé de ses travaux de recherche. Ce qu'elle dit, c'est que les femmes, elles ont été poussées aussi dans les secteurs de l'informatique, elles ont été poussées dehors. Elle le dit elle-même, elle montre des chiffres, elle explique ce qui s'est passé. Quand les métiers d'informaticien, de software engineer deviennent bankable, les femmes sont vraiment écartées de ce domaine-là. Parce que qui dit au salaire dit pourquoi on donnerait aux femmes, quoi, plus ou moins. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle le fait à l'appui d'études poussées qu'elle a réalisées et que d'autres ont réalisées aussi. Ça, c'est vrai dans les pays occidentaux, on pourra en reparler. Elle n'observe pas ça, et moi non plus, j'ai pas observé ça dans d'autres pays, notamment des pays asiatiques, Malaisie, Indonésie, où là, on est plutôt sur une belle parité, voire en Malaisie, parfois jusqu'à 60% de femmes software engineers. Mais en tout cas, dans nos Western countries, ces boulots-là, on ne les réserve pas aux femmes et parfois elles ont été poussées. Les explications qu'elle utilise, Isabelle, qu'elle donne sur le fait d'expliquer pourquoi les femmes ont été un petit peu poussées, il y a eu l'apparition de l'ordinateur personnel dans les foyers, donc milieu des années 80, fin des années 80, cet ordinateur arrive et il est sacralisé un peu par les boys clubs, par le papa et le frère ou par les copains garçons qui vont le bidouiller, faire des jeux vidéo dessus, etc. Et donc, du coup, parce que, encore une fois, milieu des années 80, même si c'est encore le cas aujourd'hui, les tâches ménagères sont quand même principalement faites par la maman et les petites sœurs. Donc, du coup, qui c'est qui a du temps à la maison pour bidouiller un peu? C'est souvent le frère ou le papa. Et donc, si cet ordinateur est bidouillé par des garçons, forcément, l'image de l'ordinateur va devenir quelque chose sacralisé et très genré pour les petits garçons. Donc, ça ne va pas encourager les petites filles à choisir des métiers liés à l'informatique. Ça, c'est une première explication. Il y a l'explication aussi des niveaux de salaire qui ont augmenté. Donc, effectivement, être développeur ou développeuse au début des années 80, ce n'était pas du tout vu de la même manière qu'aujourd'hui, le hipster de San Francisco qui bosse dans les startups à la mode de la Silicon Valley. Aujourd'hui, ces métiers-là, ils sont bankable, ils sont bien payés, etc. En tout cas, principalement dans beaucoup de pays du monde. Au début des années 80, quand on était développeuse ou développeur, c'était un boulot de secrétaire. C'était pas très bien vu, c'était un peu la loose, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas du tout cette même image-là. Donc, quand on a une image qui est un peu redorée avec des salaires qui augmentent, comme dans beaucoup de métiers en général, pas que technique, les femmes sont assez écartées. Ça, c'est une autre explication qu'elle donne aussi. Une autre explication qu'elle donne, Isabelle Collet, c'est l'éducation socio-sexuée, quoi. En gros, et ça, c'est un parallèle intéressant avec l'Asie, où on n'observe pas ce gap dans l'informatique entre les hommes et les femmes, et on a plus de parité. Quand on est petite fille, quand on est petit garçon, on n'a pas la même éducation sur les choses liées à la technique. Donc, quand on est un petit garçon, là, c'est assez classique ce que je vais dire, et je pense que vous le connaissez toutes et tous. Un petit garçon, il va être entraîné, encore aujourd'hui, à travers ses jouets, à être un aventurier, à être quelqu'un qui décode, qui joue aux énigmes, etc. La petite fille, elle se contente de rêver et de regarder les princes qui vont la sauver. Ça, on le voit dans les jeux vidéo aussi. Je ne parle pas que des jeux mobiles, etc. Et en Asie, moi, j'ai passé 3 mois en Asie et Isabelle cite souvent une étude en Malaisie où il y a beaucoup de femmes. On observe que l'éducation des petites filles n'est pas la même et que les petites filles et les petits garçons apprennent à réparer des voitures avec leur maman et leur papa. Que ces choses-là, ce n'est pas vu comme quelque chose de sale, dont on ne doit pas écarter les filles. Et donc, quand on répare une voiture, si je fais le parallèle avec l'informatique, quand on répare une voiture, il s'agit de comprendre l'assemblage des pièces, etc. Et forcément, on permet aux petites filles de se salir, donc forcément, on les écarte moins. Elles s'écartent moins aussi d'elles-mêmes vis-à-vis de ces choses un peu techniques. Donc là, je résume. Elle parle d'autres choses aussi, Isabelle. Elle est quand même... elle a écrit un bouquin dessus. Je vous conseille de lire son bouquin « Les oubliés du numérique » aussi, qui est super. Donc, elle va beaucoup plus loin dans l'explication. Mais en gros, c'est des grandes tendances qu'elle apporte sur le pourquoi on a aujourd'hui moins de femmes dans l'informatique et qu'on ne nous fasse pas croire, comme l'a fait Stanislas Dehaene, je me souviens, j'arrive jamais à prononcer son nom, récemment, que c'est elle qui se met un plafond de verre. Il y a sûrement un problème de confiance en soi, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a rien qui les aide en termes d'éducation, de place dans la société occidentale, à ce qu'elles prennent ce rôle-là.
Alors, Agnès a commencé déjà à défricher pas mal de choses à travers ce que disait Isabelle Collet justement sur les raisons un peu de tout ça, les freins finalement. Tout à l'heure, Agnès parlait des petites filles qui ont moins accès à l'ordinateur. J'ai vu dans un article, alors peut-être que l'article n'était pas juste, mais j'ai vu dans un article que vous avez vécu ça en vrai, puisqu'à la maison, quand un ordinateur est arrivé, eh bien, papa et le petit frère y avaient accès, mais la petite sœur, c'était moins gagné. Moi, je suis née en 1970 et donc j'avais 15 ans au milieu des années 80 et c'est un peu l'époque à laquelle les micro-ordinateurs sont entrés dans les familles. Et effectivement, à cette époque-là, l'usage voulait que, enfin, dans beaucoup de familles, que cet objet était considéré comme un objet technologique masculin. Et donc, il était dans la chambre du garçon et finalement, la petite sœur y avait plus difficilement accès. Donc, c'est vrai que, en termes de confiance en soi pour l'avenir, ça peut sembler anodin, mais en fait, c'est très impactant, puisque à la première difficulté à laquelle on se trouve confronté dans la manipulation de cet outil technologique, on a peut-être un déficit de confiance en soi par rapport à des jeunes qui ont été familiarisés beaucoup plus tôt. Alors, je pense que ce phénomène-là, on ne le rencontre plus aujourd'hui. Les filles ont des smartphones, elles sont très à l'aise, elles utilisent les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément énormément d'intérêt, je pense, chez les jeunes pour la compréhension technique de ces outils, mais clairement, ils en perçoivent bien la puissance. C'est un enjeu d'égalité, en fait, que filles comme garçons aient une maîtrise technique qui leur permette, en fait, de s'emparer de ces technologies-là, qui sont des technologies qui s'immiscent dans toutes les sphères de la société. Du fait de la transition numérique, l'industrie se numérise, la santé se numérise, et donc maîtriser ces technologies, c'est avoir les moyens d'avoir un impact sociétal, de s'insérer professionnellement, puisque ce sont des métiers dans lesquels il y a en fait un déficit de personnes formées, donc il y a un réservoir d'emploi qui est quand même assez important, notamment dans certains secteurs qui sont très peu féminisés, comme la cybersécurité, où il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus. Je voulais aussi vous citer par rapport à ce que disait, donc, aux travaux d'Isabelle Collet et puis aux explications qui ont été développées par Agnès, un MOOC, donc un cours en ligne qui est sur la plateforme FUN, France Université Numérique, et qui a été développé par l'IMT et en particulier par Chantal Morlet et son équipe à IMT Business School sur la mixité dans les métiers du numérique, où justement cet état des lieux de l'absence de mixité, la compréhension des raisons qui nous ont conduits à cette situation dans les sociétés occidentales, la confrontation avec ce que l'on peut observer dans d'autres pays, Agnès a cité la Malaisie, est bien décodé, quoi. Et puis, je pense qu'il y a peut-être un facteur dont on n'a pas parlé non plus, c'est un petit peu l'image du geek, qui est véhiculée notamment par la science-fiction, qui est une image dans laquelle la plupart des gens ne se reconnaissent pas, et en particulier les femmes ne se reconnaissent pas. Et donc ça, je pense aussi que l'image un petit peu fantasmée de ce que c'est que l'informatique, et qui en fait est très loin de la réalité du métier d'informaticien ou d'informaticienne, colle à la peau de ce métier-là et fait qu'au moment où les jeunes femmes qui sont en troisième, disons, qui ont 14-15 ans, font des choix d'orientation qui vont impacter l'avenir, hein, et les études qu'elles vont faire dans le supérieur, elles n'ont pas envie de se projeter dans cette image-là, elles ne se reconnaissent pas dans cette image-là. Il y a des phénomènes de groupe aussi qui font qu'on s'identifie à son genre au moment de l'adolescence d'une manière assez forte souvent. Et donc, il n'y a pas de copine autour de soi qui veut devenir informaticienne, hein. Quand on interroge les collégiennes, les lycéennes sur leurs projets d'orientation, en particulier quand on s'adresse à celles qui sont dans les filières scientifiques et qui sont nombreuses, hein, autrefois on appelait la terminale S,
on a une majorité de jeunes femmes qui nous disent « moi je veux faire médecine ». Et quand on demande et qui est-ce qui veut être informaticienne, qui est-ce qui veut être ingénieur, il y a très peu de mains qui se lèvent parce que jusqu'à il y a peu de temps, c'était stigmatisant. Donc même si on avait envie ou on se posait la question de s'orienter vers ces métiers-là, ça pouvait être au sein d'un groupe d'adolescents quelque chose de stigmatisant à mon avis. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez expliqué de multiples façons ce qui pouvait effectivement freiner. J'aimerais bien qu'on entende Léa, Amandine, Lucas pour réagir. Vous n'avez pas forcément choisi d'ailleurs un parcours en lien avec l'informatique. Donc, est-ce que certaines des causes peuvent aussi s'appliquer aux voies que vous avez suivies? Les explications que donne Sandrine, elles sont très pertinentes parce que quand on fouille un peu sur l'enquête de l'IESF sur laquelle je me suis énormément basé, on voit bien que quand on regarde la pyramide des âges des femmes et des hommes qui sont ingénieurs, on voit qu'aujourd'hui on a un trou. On a un trou dans cette féminisation. C'est-à-dire qu'on avait un pourcentage de femmes ingénieurs qui augmentait jusqu'à arriver donc fin 2019 à 6% des ingénieurs qui ont 25 ans, ce qui était le plus élevé qu'on ait eu depuis très longtemps. Et par contre, dans les écoles, donc sur les ingénieurs qui ont 20 ans, on retombe à 2%. Donc ça, c'est fin 2019, début 2020. Donc on a un énorme trou. On a des femmes qui ne s'intéressent plus à ces métiers-là. Je pense qu'en effet, il y a un problème d'attrait à ces métiers-là en troisième. Je pense qu'ils sont pas assez expliqués. Et il y a une image de l'ingénieur qui existe et qui est pas à laquelle, quand on est une fille, on s'identifie moins. Parce que quand on voit un ingénieur, moi, quand je voyais un ingénieur à l'époque où j'étais au lycée, je voyais soit un ingénieur informaticien, donc c'était un mec tel qu'on me l'avait expliqué, hein, c'était quelqu'un qui était derrière son écran toute la journée et qui faisait du code, etc. Je voyais un ingénieur travaux, donc un homme en train de faire des ponts ou alors des grands bâtiments ou des routes. Ou alors je voyais un ingénieur mécanique et qui lui pour le coup était donc soit derrière un ordinateur, soit en train de créer des voitures, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a un problème d'orientation, d'explication des métiers et de la diversité du métier d'ingénieur. Là, il y a de l'ingénierie en tout. Merci Lucas, oui, avec effectivement la notion aussi de l'image et de la projection du modèle. Léa Daguier. Donc pour ma part, je fais un peu d'informatique, je fais de la science des données, donc je pense que je me retrouve assez bien dans ce qu'a décrit Sandrine, en fait, cette idée que la technologie était facilement genrée, même à l'époque, moi j'étais petite, donc début des années 2000. Donc je pense que le problème de l'orientation des jeunes filles aujourd'hui dans l'enseignement plutôt scientifique, autre que médecine, puisqu'elles sont très nombreuses en médecine, il y a deux choses. Première chose qu'a mentionné Agnès tout à l'heure, le fait qu'on n'apprend pas aux filles à être braves. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un TED Talks qui est vraiment très intéressant là-dessus, qui explique qu'en fait, on apprend aux femmes, aux jeunes filles, à être perfectionnistes et pas aventureuses. Donc, si ça vous intéresse, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça parle d'une femme qui incite les jeunes femmes à faire de l'algorithmie, donc toujours dans le même thème. Et deuxième chose, je pense que le manque d'informations sur ces métiers-là, dès le collège, est flagrant. Pour ma part, j'ai pas d'ingénieur dans ma famille. Et arrivée en première, je savais pas ce que c'était qu'une classe préparatoire. Je savais pas comment on pouvait devenir ingénieur. Je savais pas ce qu'on faisait quand on était ingénieur parce que j'en avais pas dans mon entourage. Et l'image, effectivement, comme Lucas, que j'avais d'ingénieur, c'était globalement
le gars devant son ordinateur ou le gars sur un chantier ou le gars qui construit des voitures. Mais c'était jamais la femme qui, c'était le monsieur qui. Pour moi, c'était très genré et ça me paraissait presque impossible de devenir ingénieur avec un E, ou trop compliqué, ou enfin, j'avais l'impression que j'avais des risques d'échec trop forts pour tenter. Parce que j'avais une espèce de méconnaissance de ce métier-là, et des perspectives d'avenir que ça pouvait offrir. Et donc, pour moi, une des premières solutions à faire, à proposer, c'est d'envoyer des ingénieurs au pluriel, de différents genres, de différents horizons, dans les lycées, même dans les collèges, pour montrer aux élèves ce que c'est qu'un ingénieur, comment on y arrive, et dédramatiser un petit peu la chose. On aura l'occasion d'évoquer cette question-là quand on parlera justement des leviers, de ce qui peut effectivement projeter un peu plus les plus jeunes vers ces métiers-là. Amandine, alors ça n'est pas une filière informatique, mais est-ce que les constats sont à peu près les mêmes? Est-ce que c'est possible d'expliquer le peu de filles finalement dans ces filières par les mêmes arguments, les mêmes freins que ceux qui ont été Alors, expliqués? moi, pour ma part, pour revenir un peu comme parlait Léa, comme parlait Lucas, c'est la même chose. C'est en gros, au lycée, on n'a pas d'informations vraiment. Et donc, je fais partie de l'ancienne S, promo S, donc pour ma part SSVT. Et il y a aussi des promos SSI, donc tournée sciences de l'ingénieur. Je dirais que les SSI sont bien informés sur le milieu de l'ingénierie. Ils sont bien préparés au monde de l'ingénierie et encore sur les domaines principaux, donc l'électronique peut-être, l'informatique si je ne me trompe pas, la mécanique. Donc déjà, il y a cette passerelle qui se fait depuis la seconde, donc il faut avoir dans l'idée en seconde qu'on veut se tourner vers ces métiers, ce qui n'est pas encore facile. Et après, pour ceux qui prennent la voie, comme pour ma part de la SSVT, on a des cours donc tournés biologie, tournés sciences générales, mais pas très techniques au final, donc les métiers de l'ingénierie. Et pour ma part, c'est un peu un hasard de m'être retrouvée en école d'ingénieur parce que j'avais des bonnes notes et parce que je ne voulais pas aller en médecine. Et on m'a dit, bon, tu toucheras encore à tout, tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Et tu iras dans les sciences techniques, tu feras de la physique, tu feras de la mécanique, des choses comme ça. Donc moi, j'avais fait un peu de mécanique, mais il faut savoir que la mécanique qu'on fait en SSVT dans le programme de physique, enfin qu'on faisait avant, c'était c'était très, très restreint quoi, comparé à ce qu'on fait maintenant. Et donc, je suis partie sur une école d'ingénieur en voulant partir. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas majoritairement audacieuse, mais moi, je me suis dit, je vais faire ingénieur mécanique. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et au final, j'ai plongé dans un monde que je ne connaissais pas du tout, qui ne me convenait pas, parce que je me suis découverte à avoir des attraits pour d'autres choses. Après, ça pourrait plaire à des filles, c'est pas parce que je suis une fille, je pense. Mais j'étais plus tentée vers la filière physique qui, au final, est une filière mécanique à l'ENISE avec une spécificité qui se tourne vers les sens, vers le design, vers des choses comme ça, où il y a beaucoup plus de filles. Et donc, voilà, c'est vraiment ce manque d'informations à retenir et qui transparaît de par le discours de Lucas, de par le discours aussi de Léa, et aussi que je ressens beaucoup et que j'aimerais vraiment que ça change et j'aimerais vraiment que les classes de nos jours qui ont changé, les terminales, les bacs, ça permette ça aux élèves en fait. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. On reviendra vers vous évidemment tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Donc, c'est ma collègue de la Rotonde, Raphaël Jarige, qui va prendre le micro. Par rapport à ce qui s'est dit là sur un petit peu quand même un déficit dans la diversité des profils qui sont présentés en termes d'orientation sur les métiers de l'ingénierie, François se questionne aussi tout simplement, est-ce que ce n'est pas une absence de l'apprentissage des technologies au lycée, pour les lycéens et les lycéennes, avec quasiment pas d'enseignement d'informatique jusqu'à ces dernières années. Déjà, finalement, ces métiers sont assez peu représentés dans le spectre des programmes scolaires. Donc, peut-être est-ce que vous voulez évoquer et dire quelque chose là-dessus? Alors, c'est quelque chose justement qui a commencé à être
évoqué au fil de vos remarques, c'est effectivement ne pas attendre d'avoir le bac dans la poche, ça semble assez évident, mais de commencer à informer pour pouvoir se projeter aussi bien en amont, et notamment au collège et lycée. Sandrine Vaton, je crois que vous accompagnez un certain nombre de dispositifs, et ce matin, vous m'en avez cité énormément. Voilà, dispositifs qui permettent d'aller au-devant de collégiens en particulier. Avant de parler des actions de promotion vers l'amont que mettent en place en fait beaucoup d'universités et d'écoles pour essayer de faire connaître nos domaines d'expertise d'une manière attractive auprès des élèves du secondaire, on peut peut-être revenir sur la remarque de François qui disait qu'il y avait un déficit d'initiation à l'informatique dans le secondaire. Et je pense que c'est tout à fait vrai et que clairement, il y a un manque d'informatique pour tous. En fait, je pense que c'est un enjeu pour former les citoyens de demain, de les initier aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas seulement un enjeu professionnel, c'est vraiment l'informatique pour tous. Par exemple, le Python pourrait être enseigné dès les dernières années de collège. Les enfants, ils ont une maturité suffisante, arrivés en classe de 4e, 3e, pour apprendre ce langage-là. Ils pourraient faire des choses très sympas. Mais ils ne le font pas. Les choses évoluent, alors notamment, moi j'ai plus suivi ce qui se passait au niveau des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles et du renforcement des enseignements en informatique, et notamment de l'informatique pour tous, mais il y a aussi des choses qui se mettent en place au niveau du lycée. Il y a des enseignements de spécialité, comme la spécialité, alors je crois que c'est informatique et sciences du numérique, mais le problème de ces enseignements de spécialité, c'est qu'ils ne seront pas choisis pour les filles. Et donc je pense qu'il faut en fait former, accompagner les enseignants du secondaire et puis leur donner les dotations horaires suffisantes pour que les élèves de collège soient initiés à l'informatique et un minimum de maîtrise du codage, de base de robotique, par exemple. Alors, après, votre question, c'était sur ce que l'on fait en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, avec une orientation vers le numérique pour faire connaître ces disciplines et apprécier ces disciplines. Donc, en fait, il y a une multitude d'initiatives qui existent. Agnès est présidente de Duchesse France, donc elle pourra nous en parler. En ce qui me concerne, j'ai par exemple participé, coordonné avec l'ENS de Rennes et le rectorat d'académie une journée régionale, le numérique des métiers en tout genre, qui est une journée qui s'adresse à des élèves de classe de 3e, qui est organisée en multisite avec une demi-journée de conférences et puis de retour sur des travaux qui sont réalisés dans les classes et un après-midi autour d'activités ludiques qui sont prises en charge, animées par des équipes d'enseignants-chercheurs dans les différents établissements qui sont partenaires de cette journée en Bretagne. Donc, il y a l'IMT Atlantique, il y a l'ENSTA, il y a l'Université de Brest, l'Université de Rennes, l'Université de Bretagne Sud, l'UT de Lannion. Mais il y a plein d'autres initiatives. Par exemple, il y a ELCODE ELCRE qui, chez nous, dans la région de Brest, est porté par l'ENSTA Bretagne. Et le principe de ELCODE ELCRE, c'est que c'est des élèves qui sont élèves ingénieurs qui vont régulièrement dans les collèges, alors souvent c'est sur la pause méridienne, et qui vont former en fait des groupes de collégiennes. Donc là, c'est pas mixte, hein, ça cible les jeunes femmes, des collégiennes de classe de 3e, elles vont les initier à Python. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi parce que je pense qu'il y a besoin de rôle modèle, il y a besoin d'un partenariat entre les générations, il faut pouvoir mobiliser les élèves ingénieurs et puis aussi s'appuyer sur les alumni, donc les diplômés des établissements pour qu'eux interviennent et
et viennent en soutien à nos élèves. Il y a plein d'autres initiatives. Il y a par exemple Sciences de l'ingénieur au féminin, qui est une journée nationale qui est pilotée par l'association Elle Bouge. Dans le Finistère, il y a une journée qui s'appelle 100 femmes, 100 métiers, qui est pilotée par l'UIMM 29. Enfin, il y a beaucoup d'actions. Je vois une remarque dans le fil de discussion d'une personne qui est documentaliste qui dit « La réforme du lycée en place depuis 2 ans avec la discipline sciences techniques et numériques en seconde et Python en maths ne semble pas susciter de vocation informatique dans l'immédiat. La spécialité des NSI en première a du succès, mais chez les garçons, il y a peu de filles. » Je pense qu'il faut commencer peut-être plus tôt et puis faire en sorte que tout le monde fasse de l'informatique, parce qu'on a parlé de l'absence de diversité de genre, mais il y a aussi un gros problème qui a été un petit peu évoqué par Léa également, c'est l'absence de diversité sociale. Les élèves dont les parents ne sont pas cadres, qui n'ont pas d'ingénieurs autour d'eux, ne vont pas se projeter dans ces métiers-là. Et donc, ils vont s'exclure en fait de tout un volet de métiers dans lesquels ils pourraient s'épanouir et dans lesquels on a besoin d'eux. Donc, je pense qu'il faudrait commencer au collège, mais que ce soit obligatoire. Je fais partie d'une association qui s'appelle Duchesse France et qui est une association qui visibilise les femmes techniques, à profil technique, principalement dans l'informatique. Donc, les actions, on fait des programmes de marrainage, donc des personnes plus jeunes qui veulent rejoindre ce métier-là sont coachées par des personnes qui ont plus d'expérience. Donc, ça va sur du coaching pour passer des entretiens d'embauche, pour des questions très généralistes sur le métier, pour voilà, différentes questions que ces personnes peuvent se poser. Ensuite, on fait ce qu'on appelle de l'aide, du support pour que des femmes soient plus présentes dans des conférences, des événements techniques. Je disais tout à l'heure qu'elles étaient quand même peu présentes en tant que speaker. Donc, ce qu'on fait, c'est quand une fille a une motivation pour présenter un sujet technique lors d'une conférence, eh bien, d'autres filles l'aident pour répondre au call for paper, pour la préparer le talk, etc. On fait aussi beaucoup d'ateliers. Donc, des femmes qui animent des ateliers d'initiation à Android, des ateliers plus avancés sur différents types de programmation. Voilà, on fait beaucoup d'interventions dans des collèges. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions dans des collèges et lycées, où effectivement, ça passe aussi par là, même en primaire, où on essaye d'expliquer aux petites filles et aux petits garçons qu'un informaticien peut être une informaticienne. Donc voilà les différents programmes qu'on fait. Il faut savoir que Duchesse France, c'est une association parmi d'autres. Il y a plein d'autres associations de ce type-là, donc ça c'est bien. Mais je rejoins la discussion là sur où c'est que ça commence. Je pense que ça commence très jeune. Moi, j'ai bénéficié en 86, j'étais petite, j'avais 8-9 ans. Et en 86, il y avait le programme Informatique pour tous de Laurent Fabius. Je ne suis pas une big fan de Laurent Fabius, mais au moins, il aura fait ça bien. Effectivement, quand on était en primaire, on avait toutes et tous beaucoup de cours de code. Et effectivement, je pense que ça, je ne vais pas dire que sans ça, j'aurais pas choisi mon métier, mais je pense que ça a évoqué plein de vocations chez des petites filles qu'elles n'ont peut-être pas lâchées par la suite. Le problème, c'est la non-exposition au numérique. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais au numérique technique, aux vraiment très jeunes enfants. Quand je dis très jeunes enfants, je ne parle pas des 4-5 ans, mais plutôt des enfants qui sont au collège, CE2, CM1, CM2. Et donc, je pense que ça, c'était une bonne chose. Et donc, c'est pour ça qu'avec Duchesse, on fait pas mal d'interventions, même en primaire, pour montrer aux petites filles que c'est possible de faire ce genre de choses. Et on fait aussi beaucoup de lobbying pour qu'il y ait des codes of conduct dans des conférences, des événements techniques. Donc, les codes de conduite, c'est quoi? C'est essayer de convaincre les organisateurs et organisatrices d'événements, de conférences informatiques, par exemple, à faire de l'inclusion. Donc, ça passe par plein de thématiques, mais ça permet à des personnes, à des minorités concernées, et pas forcément que des femmes, mais je parle de personnes transgenres, de personnes sans forcément la même validité que nous, etc., de pouvoir avoir accès à ces événements-là. Donc, les codes de conduite aux US, c'est quand même assez répandu. En Europe, ça l'est un peu moins. Du lobbying aussi pour avoir plus de parité sur la politique des quotas. Isabelle Collet est assez radicale sur la question et je la rejoins aussi. En France, la politique des quotas, ça fait toujours un peu peur, mais en même temps, les quotas, bah oui, c'est aussi un moyen d'accéder à… Isabelle Collet dit que
quelque chose d'assez radical et qui marche, quoi. Quand on se force à inclure plus de femmes dans certaines branches, dans certains métiers, dans certaines boîtes, et ben oui, forcément, le rôle modèle se fait par nature. Je voulais juste dire que par rapport au quota, je pense que ça peut être un bon instrument contre la discrimination. Et je pense que si on veut utiliser ça pour avoir le même pourcentage de femmes, c'est problématique dans le sens où ça peut conduire des femmes à avoir beaucoup plus de chances qu'un homme à compétences égales d'être recruté. Oui, ça c'est votre avis et c'est l'avis de beaucoup d'hommes, effectivement. Mais Isabelle Collet contrecarre cet argument en disant oui, effectivement, ça peut être vu comme ça. Mais ça peut être aussi un moyen pour permettre à des filles d'avoir une voie qui n'est pas tracée pour elles au démarrage. Et donc après, effectivement, il ne faut pas mettre des femmes incompétentes à des postes qu'elles ne vont pas pouvoir occuper. Mais néanmoins, arriver à faciliter, à ouvrir ces portes-là, ça peut passer par la politique des quotas. Et ça, effectivement, ça crée beaucoup de crispation. On vient d'en voir une maintenant. Mais je dirais que les quotas, enfin, je veux dire, je suis, a priori, je suis pour, mais je pense aussi que ça devrait aussi considérer ça pourrait aussi considérer l'origine ethnique, mais par exemple aussi la couche sociale. C'est-à-dire que je pense que je suis pour, je pense que je suis contre la méritocratie, je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités dans nos sociétés et je ne suis pas contre l'idée des quotas, mais je pense qu'ils devraient aussi considérer l'origine sociale ou alors Oui, on a bien entendu effectivement okay. L'angle qui est le vôtre, effectivement, d'élargir pas simplement à la question homme-femme, mais pour les diversités socio-économiques. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la place des femmes dans l'ingénierie. Voilà, les femmes qui sont, on le sait, 50% de l'humanité, qui se retrouvent beaucoup en nombre nettement moindre dans certaines activités, dans certaines professions. Et c'est le sujet, en tout cas, aujourd'hui. Donc, on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce sujet. Effectivement, par exemple, Julie questionne aussi sur, il y a le temps scolaire et le temps de loisirs. Fait part d'une expérience qu'elle a pu vivre à Toulouse via une association Planète Science qui organise notamment des séjours de vacances en STS et que le nombre de filles tourne autour de 15% d'année en année, donc à part apparemment les séjours en paléontologie. Donc, je te questionne un peu sur la communication qui est faite, pourquoi ils n'arrivent pas à augmenter un petit peu ce pourcentage de femmes sur ces temps de loisirs dédiés aux sciences et aux techniques. Effectivement, en France et ailleurs, il y a pas mal de questionnements là-dessus, avec ce chiffre qui est relativement bas. Même en faisant beaucoup d'efforts de communication, je me souviens qu'Arotante, d'ailleurs, elle a fait pas mal d'efforts de communication sur le fait de mettre des petites filles en position d'astronaute, etc. Ça, c'est super, parce qu'effectivement, c'est un premier pas sur lequel il faut être vigilante, c'est vigilant. Mais il y a un truc, moi, j'habite aux Pays-Bas. Et dans les pays nordiques, en général, il y a beaucoup d'ateliers pour petites filles non mixtes. Et ce n'est pas des trucs de radicaux qui se passent dans des squats obscurs, c'est le truc du centre social du coin, quoi. Et aller parler de non-mixité en France, je pense que ça va aussi crisper pas mal de gens. Mais pourquoi ils font ça ici ? Parce qu'ils ont identifié qu'effectivement, il y a des manières de jouer. Alors, on parle plutôt d'âge primaire, hein, on parle plutôt d'enfants entre, on va dire, 7 et 11-12 ans. Il y a beaucoup d'ateliers non mixtes aux sciences, parce qu'ils ont identifié qu'effectivement, il y a une manière de jouer chez les petits garçons qui n'est pas la même que chez les petites filles. Quand on regarde les parcs publics, les petits garçons prennent beaucoup plus de place, etc. Donc, ils ont l'habitude de donner un peu de coup de coude, ce qui a tendance à un peu écarter les filles. Et il se passait ça dans les ateliers scientifiques. Donc, le fait de faire des ateliers scientifiques, je parle de culte, pas à l'école, hein, je parle pour les centres sociaux en dehors de l'activité scolaire, eh bien, ça a permis à plein de petites filles de prendre confiance en elles. En Belgique, il y a eu aussi, sans aller trop haut en Europe, en Belgique aussi, il y a eu pas mal d'ateliers de ce type-là. Et il y a eu pas mal d'études qui ont montré que ça donnait confiance, en fait, à des petites filles de moins de 12 ans dans leur capacité technique à jouer à la navette spatiale, à jouer à coder, etc. Et alors moi, je découvre un peu ça ici, hein, mais c'est vrai que ça ne crispe pas du tout. C'est complètement... dans la culture de laisser des petites filles aller à des ateliers non mixtes,
En France, en tout cas, j'ai l'impression, ça passera beaucoup plus mal. Et c'est pas pour le sport aussi. Il y a beaucoup de clubs sport non mixtes de foot, de skate, etc. pour les filles. Alors, le sport, ça passe mieux, mais pour les sciences, ça passe moins bien. Mais je suis contente de voir qu'on m'avait déjà parlé de la Belgique. J'avais déjà visité un atelier en Belgique où j'avais été un petit peu sidérée, mais moi, je le vois plus aussi depuis que j'habite aux Pays-Bas. Je pense que c'est une question de culture qui n'est pas du tout la même qu'en France, où du coup, toujours cette problématique aussi des quotas, etc., où on va dire, bah oui, mais si on met les filles entre elles ne seront pas prêtes pour s'affronter à des contextes mixtes. Ben moi, je pense que c'est pas forcément vrai, quoi. Si à un moment donné, elles ont besoin, c'est comme la non-mixité en général, genre la non-mixité, ça crispe encore je parle adulte, la non-mixité adulte crispe aussi beaucoup de personnes en France, alors que la non-mixité, ça a toujours été quelque chose qui permet à des gens, à des personnes de se sentir plus sécurisées, plus safe pour aborder certaines questions, quoi. Et donc, même chez les enfants, il y a un passage obligé. Moi, je ne suis pas pour la non-mixité absolue, totale, et de revenir à des écoles non mixtes. Mais je pense que simplement, si on permet quelques heures par semaine, 1 heure par semaine, ne serait-ce qu'une heure par semaine à des petites filles d'être entre elles et d'acquérir un peu de confiance en elles, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, en tout cas, il y a plein de choses qui, en tout cas, les écartent. Je parlais des jeux tout à l'heure. Isabelle Collet, elle a fait 10 minutes de sa conférence il y a 15 jours là, sur les jeux. Quoi. Il y a, dans le jeune âge, encore, les jeux ne sont pas très genrés, mais vous passez l'âge de 7-8 ans, on a encore beaucoup de princesses, on a encore des Playmobil qui sont super genrés pour les jeunes de cet âge-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui les écartent. Donc, si de temps en temps, la mixité, ça peut les aider, moi, je ne suis pas contre. On peut rebondir peut-être avec un témoignage d'une participante. Donc, Fatema, vous évoquiez une initiative à laquelle vous aviez participé, Wi-Fi 42. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu? Et puis, est-ce que c'était justement mix, pas mix, par rapport à ce qu'on vient d'échanger? Donc, j'ai participé à Wi-Fi 42 en 2019. C'était la première fois qu'ils le faisaient. En fait, l'objectif était justement d'inclure les femmes et les jeunes filles, pardon, dans les métiers du numérique, donc les métiers informatiques, mais aussi les métiers de l'ingénierie. En visitant des entreprises, mais aussi en ayant des modèles féminins dans les métiers justement, surtout de l'informatique, par exemple développeurs web, et cetera. On a rencontré beaucoup de femmes en fait, entrepreneuses, qui étaient dans le numérique, qui étaient dans l'ingénierie. Et donc ça se proposait de la troisième à la première. Et pour vous, qu'est-ce que ça a représenté? C'était une super initiative parce que du coup, j'ai pu m'orienter dans les métiers du digital, du web. Actuellement, je suis en BTS Web Design et je souhaite poursuivre dans l'intégration web et le marketing digital. Là où il y a un peu plus de filles dans le marketing digital, mais par contre, en développement web, il y a beaucoup moins de filles parce que grâce à ça, j'ai pu avoir un stage à SFI où justement, c'était la marraine de cette formation. Qui s'appelait Catherine du coup et qui était développeuse et j'ai pu voir en fait par moi-même qu'il y avait 2 femmes en fait, enfin en fait il y en avait 5 mais les 3 autres en fait elles étaient en RH et cetera, mais il y avait que 2 femmes développeuses en fait. Donc c'est vraiment des métiers qui sont, je sais pas s'ils sont pas connus ou si les femmes n'ont pas envie d'y aller, mais en tout cas, très peu de femmes. Merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces précisions. On va arriver tout doucement à la fin de cette rencontre. J'aimerais bien qu'on entende notamment les 3 étudiants voilà, j'aimerais bien vous entendre pour nous dire en quoi finalement ça vous intéresse d'être ingénieur. Je vais vous demander juste d'être assez bref, mais avec des mots qui percutent un petit peu, qui vont chercher vraiment dans le sens que vous donnez à ce métier-là. Moi, j'ai voulu être ingénieure tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure Amandine, parce que je ne savais pas quoi faire. Et au final, aujourd'hui, je suis élève ingénieure par passion, parce que ce que j'apprends à l'école me fait vibrer, que c'est quelque chose que je fais par plaisir et non pas par devoir. Et j'aimerais bien qu'en fait, ce sentiment-là puisse être vécu par de plus en plus de personnes, et notamment des jeunes filles, retrouver cette passion-là pour les mathématiques ou l'informatique ou la physique en fonction de son domaine de prédilection. La projection, pour toi, dans un métier demain, concrètement, ça sera quoi, être ingénieur? Alors, pour moi, ce sera de continuer à faire ce que j'aime,
c'est-à-dire des mathématiques, tous les jours, et d'essayer de travailler à ma façon et avec ce que je sais faire pour un monde plus équitable et plus respectueux de l'humain et de l'environnement. C'est un beau projet, respect. Merci beaucoup Léa, on te laisse partir à ton autre réunion. Merci beaucoup pour ce plateau, c'était très agréable d'entendre tout le monde. Merci Léa. Merci. Au revoir. Au revoir. Amandine, Lucas? J'adore aussi ce que je fais. Et vraiment, ce que j'aime dans l'ingénierie, c'est que ayant beaucoup de valises dans plein de domaines, les mathématiques, dans d'autres domaines comme le design qui sont plus appliqués, ça permet plein de possibilités et de se servir de sa créativité et de pouvoir pas seulement se projeter que dans un domaine, mais pouvoir toucher un peu de partout pour allier un peu comme des ficelles et faire des nœuds de partout pour résoudre ce problème. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire plus tard, c'est pouvoir toucher à tous les domaines parce que je connaîtrais un petit peu, mais pas tout de tous les domaines. Mais voilà, d'être la personne qui me doute de ce qu'il faut et chercher les bonnes personnes et aider à concevoir et à superviser le tout en fait. Et c'est cette liberté que ça va m'offrir. Merci beaucoup Amandine. Lucas, en quelques mots. C'est un métier de front. C'est un métier de front, c'est la pointe. Enfin, pour moi, le but, c'était d'être à l'avant, d'être impacté directement par un nombre de problématiques qui est important, qu'elles soient environnementales, technologiques, budgétaires, enfin, on peut toutes les citer sans problème, et c'est pouvoir gérer ces problèmes-là de la meilleure manière possible. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Du côté d'Agnès Crépet, donc ingénieure, développeuse, d'entendre ce qu'on projette ces étudiants qui ne sont pas encore dans leur carrière véritablement, des choses qui résonnent. Comment est-ce que toi, tu vis ton métier d'ingénieur? Ouais, moi, je suis très contente d'être développeuse et de bosser dans des métiers techniques. Ça, c'est sûr. Je peux que dire aux filles qui sont exprimées aujourd'hui, qui sont étudiantes, que c'est un super métier, que vous pouvez vous faire plaisir là-dedans, etc. Et que voilà, il faut qu'il y ait qu'il y ait plus de filles comme vous, on va dire. Les outils que je peux donner, moi, je vous conseille, parce que ça aide beaucoup. Je parlais de Duchesse France, mais il n'y a pas que Duchesse France, il y a plein d'autres associations dans des domaines, pas que l'informatique, qui existent. Et ça aide beaucoup. En fait, si jamais vous avez des questions, les premières embauches, les premières difficultés, parce que ça peut arriver aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de structures. Ça aide de se rapprocher entre pairs, PAI. C'est toujours, ça facilite en fait beaucoup de topics. Et puis, n'hésitez pas aussi à rejoindre ce genre d'association pour vous-même aller intervenir en primaire et au collège par la suite, parce que vos témoignages sont très inspirants. J'étais très, très contente de vous écouter aujourd'hui et je pense que votre motivation, elle mérite aussi d'être transmise à des plus jeunes. Donc, voilà, ça peut être donnant-donnant. Merci beaucoup. Sandrine Vaton, pour conclure, vous êtes enseignante-chercheur, donc vous formez de futurs ingénieurs. En quoi c'est important que les filles soient ingénieures? Est-ce qu'on est obligé d'en attendre quelque chose de particulier ou est-ce qu'elles doivent prendre leur place tout simplement parce qu'elles font partie de l'humanité? Je pense qu'il faut leur laisser leur place plutôt que de leur demander de prendre leur place. Je pense que le problème, ce n'est pas l'autocensure, ça peut être aussi le plafond de verre et la façon dont elles sont accueillies de manière bienveillante et accompagnées dans leur choix d'orientation. Donc, je voudrais remercier les étudiants pour leur implication. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apporter, de partager avec leurs pairs, des bonnes pratiques à diffuser et surtout qu'ils ne se mettent pas de barrières. Mais je pense qu'ils sont, je trouve qu'ils sont très matures et que leur témoignage est très inspirant. Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette dernière rencontre numérique de l'année. La Rotonde va continuer à vous proposer, alors voilà, on espère tous que le Covid sera un vieux souvenir, on ne sait pas. Donc on verra comment se retrouver en numérique ou pas. En tout cas, Sandrine Vaton, Agnès Crépet, Lucas Mollet, Amandine Aubonnet et Léa Daguier, un grand merci à tous et toutes.
Bon après-midi et à très bientôt. On se retrouvera. Vous avez tous les circuits pour connaître l'actualité de la Rotonde sur notre site, les réseaux sociaux ou ailleurs. Merci encore infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.